sociaux ou dans notre newsletter. Mais en attendant, place au débat. Donc je me tourne vers Hélène Grosbois. Bonsoir. Donc je vous représente, donc vous êtes agricultrice, écologiste et autrice. Et vous avez un parcours un petit peu particulier. Vous êtes passée du monde de la finance à l'agriculture bio-intensive et vous portez aujourd'hui la nécessité de changement pour arrêter l'effondrement du vivant que vous documentez dans votre très bon livre, La disparition du vivant et moi. Je l'ai lu, je peux te dire qu'il est très bon, qui a été publié aux éditions Marabout. Et donc en fait, vous nous y expliquez que nous vivons la 6e extinction de masse des espèces et qu'il s'agit de la plus rapide et que l'humanité sera très rapidement touchée et très fortement. Et vous y expliquez que les pesticides en seraient la première raison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Merci. Oui, alors j'insiste, je vais peut-être vous regarder, j'insiste notamment sur ce sujet parce qu'en fait il y a un flou, il y a une charge mentale artificielle, une controverse artificielle qui est créée autour des causes de l'extinction de masse. Et c'est fait de manière très subtile, très intelligente, notamment parce que vous savez sans doute qu'on a privatisé la recherche au fil des décennies, au fil des lois de programmation pluriannuelle de la recherche. Ce qui était, si je puis dire, le péché originel, puisque en fait, en privatisant la recherche, on donne quelque part, en partie, les clés à l'industrie pour l'orienter dans le sens qui l'intéresse, dans le sens de son narratif. Et donc, les industriels vont avoir tendance à financer ce qui va dans le sens de leur narratif et à ne surtout pas financer ce qui ne va pas dans le sens de leur narratif. Et donc, on a aujourd'hui une recherche financée de manière très importante par l'agrochimie sur la partie santé et environnement. Et donc, ça déteint sur l'intégralité des institutions, y compris les institutions environnementales et bien sûr toutes les autres institutions. Et donc, on a des organes officiels, comme la FAO, comme d'autres organes de l'ONU, qui sont instrumentalisés et dévoyés, et qui, donc, eux aussi, passent des messages qui ne sont pas nécessairement les bons. Quand on voit que la première cause évoquée, en fait, de l'extinction, déjà, il n'y a pas le mot « extinction de masse » dans les rapports de l'IPBES, ça fait peur. Sur les causes, enfin, sur l'état des lieux est le bon. Il y a bien moins 50% de la biomasse des vertébrés en 50 ans, moins 80% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées. D'accord ? Donc là, on remarque la première incohérence, puisque si c'est la disparition des forêts, autrement dit les zones protégées, qui est le vecteur principal de l'extinction, alors comment se fait-il qu'au sein même, au cœur même des zones protégées et des forêts, il y a exactement le même effondrement de la biomasse que partout ailleurs ? La réponse elle est assez simple, c'est qu'en fait, c'est pas ça le vecteur principal, surtout qu'en fait, l'aménagement du territoire en Europe, il date du Moyen-Âge. On a déforesté toute l'Europe entre le Xe et le XIVe siècle, où il restait plus que 10% de forêt à la fin du XIVe siècle en Europe. Donc oui, il y a un malentendu qui est organisé de manière très importante, à la racine. Tout le monde sait qu'il y a du lobbying, mais personne ne comprend vraiment en fait, la profondeur du lobbying. Le lobbying, il a 50 ans, et il va pour objectif d'abord et avant tout de dévoyer et d'instrumentaliser la science, et c'est comme ça que dans une civilisation scientiste, vous emmenez tout le monde dans le mur, en fait. Surtout dans les sociétés occidentales où tout le monde se pose la question du comment et jamais du pourquoi. La question, c'est pas de savoir comment on va décarboner les pesticides, parce que là, c'est ce qu'écrit Bayer dans son rapport annuel. C'est super, en 2030, on fera des pesticides décarbonés. Vous voyez la bonne nouvelle, quoi. Donc ça montre à quel point on n'a pas du tout compris encore le problème. Et en fait, le problème, il est de nature philosophique et épistémiologique, et pas du tout de nature technique ou ingénierique. Ingénierielle. Voilà. Et donc, est-ce que le lobbying, ce serait une des raisons pour laquelle ce sujet n'est pas du tout présent ? On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de communication, pourquoi c'est pas partout. Est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles c'est pas aussi communiqué que ça ? Bien sûr, c'est la raison principale. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment important de comprendre que le lobbying, c'est beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. C'est pas juste un employé dans un couloir. C'est beaucoup plus profond et compliqué que ça. Le lobbying vise à
utiliser, notamment dans l'agrochimie, c'est son truc principal, deflect, c'est-à-dire qu'ils instrumentalisent les lobbies historiques. Si vous êtes malade, messieurs, dames, c'est à cause du tabac, c'est à cause de l'alcool, alors que la consommation de tabac et d'alcool a été divisée par 2 dans le temps où les cancers, eux, ont été multipliés par 2. Donc il y a un problème, et je parle des taux d'incidence, pas des cancers en valeur absolue. Tous les problèmes sont liés au réchauffement climatique. Alors qu'en réalité, comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, on sait très bien que, enfin, il y a même un consensus scientifique autour du fait qu'aucune espèce n'a disparu à cause du réchauffement, et énormément des désagréments qu'on connaît aujourd'hui sont attribués de manière rapide au réchauffement, mais en fait, en réalité, si nos forêts meurent, c'est d'abord et avant tout parce qu'on fait de la monoculture, exactement comme on fait en agriculture. Si on est envahi du moustique tigre, c'est d'abord et avant tout parce que le moustique tigre est résistant aux pérétrinoïdes, la catégorie d'insecticides la plus utilisée depuis 50 ans. C'est pareil avec les punaises de lit. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en fait, la majeure partie des désagréments qu'on connaît aujourd'hui sont attribués de manière complètement fausse au réchauffement, ce qui n'enlève en rien le fait qu'il y a un réchauffement, ce qui n'enlève en rien le fait que le réchauffement va être un problème. Mais voilà, il ne faut pas se tromper sur les causes. Ok, merci beaucoup. Peut-être maintenant qu'on a fait le constat, il faut se dire que l'action, il est temps de la faire. Et donc peut-être revenir avec Lorraine Amathieu, qui est chargée de plaidoyer à Secret Toxique, sur vos actions récentes. On a vu dans le documentaire que vous aviez, que Secret Toxique n'hésitait pas à aller au tribunal. Le documentaire date de 2022. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis? C'est quoi les évolutions? Alors oui, il s'est passé des choses depuis. Donc, dans le film qui a été terminé en 2022, il y avait une trentaine d'associations dans la coalition. Maintenant, on est 80 associations. Donc il y a des associations environnementales, il y a des associations de santé, il y a Médecins du Monde qui nous a rejoints récemment, il y a des associations de soutien aux victimes des pesticides comme le CSVPO, il y a énormément d'associations différentes, il y a aussi des syndicats, notamment la Confédération Paysanne, Sud, etc. Donc on est tous en fait regroupés autour de la même cause qui est demander une réelle évaluation des pesticides tels qu'ils sont épandus, puisque pour l'instant, comme vous l'avez compris grâce au film, ce n'est pas fait. Donc, au niveau des actions juridiques qu'on a menées, il y a d'abord, on a fait 2 procédures qui concernent le glyphosate, mais qui en réalité ont pour but de faire sauter le système d'homologation tel qu'il est fait actuellement. Donc, le glyphosate, c'est surtout un prétexte pour pouvoir démonter ensuite tout le reste de la façon dont sont évalués les pesticides. Et donc, on a une procédure en annulation qui a été portée par Dominique Massé lui-même. Donc, dans l'Union européenne, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les particuliers et les associations n'ont pas le droit de contester directement en justice des actes qui sont pris par la Commission européenne. Donc, il a été jugé non recevable. Mais on a fait aussi cette procédure en passant par une autre manière, un peu détournée, où on a demandé à la Commission de réviser le règlement où elle renouvelle le glyphosate. Et comme elle a refusé de le faire, là, on peut attaquer le refus de la Commission européenne de réviser l'approbation du glyphosate. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué et c'est assez difficile. Et dans ces 2 procédures, en fait, à chaque fois, Bayer est intervenu en soutien à la Commission. Donc, si vous voulez, ils observent vraiment ce qu'on fait et eux, ils essayent que les verrous ne sautent pas, évidemment, puisque c'est leur intérêt en tant que vendeurs de pesticides. Sinon, on a l'affaire qu'il y a eu que vous voyez dans le film sur les composés cachés des produits de biocontrôle, donc du Roundup sans glyphosate. Alors, cette affaire, elle est encore en cours, mais elle a été classée sans suite, puisque apparemment il n'y aurait pas assez d'éléments. Et la DGCCRF a fait une contre-étude à celle du professeur Seralini, où ils ont pris des seuils beaucoup trop hauts, et en fait ils ne pouvaient pas détecter ce qu'avait retrouvé Seralini, donc l'arsenic, le plomb, etc. dans les pesticides. Et donc ça en est là. Donc là on va éplucher un peu le dossier pour savoir si on se constitue partie civile ou non dans cette affaire. Et on a eu aussi récemment la saisine au Conseil d'État. Donc on avait saisi le Conseil d'État justement pour que les effets à long terme des pesticides soient évalués en France, donc sur les produits par l'ANSES, et que ce soit ajouté en fait à l'arrêté qui demande la liste des études à fournir à l'industriel. Et donc là, le Conseil d'État a rendu sa décision en décembre dernier.
et nous dit bon, sur le fond, vous avez tout à fait raison de vous intéresser à cette question, mais c'est pas... en fait, on peut pas changer cette liste en France puisque c'est harmonisé au niveau européen. Donc, au final, tout le monde se renvoie la balle. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le problème qu'on dénonce de la non-évaluation sur les produits, puisque quand on interroge l'EFSA sur l'évaluation des produits tels qu'ils sont épandus, il nous dit qu'il faut regarder au niveau des agences nationales, et quand on demande aux agences nationales, ils nous disent non, il faut regarder au niveau européen. Donc, au final, le travail n'est jamais fait, et actuellement, on en est là. Donc ça, c'est que la première partie de notre campagne, donc ça, c'est tout le volet plaidoyer juridique. Et il y a une deuxième partie aussi à notre travail, c'est la mobilisation. Puisque c'est des procédures qui sont très compliquées. Là, je vous ai un peu assommé avec toutes mes histoires de recours et de juridique, etc. Mais c'est aussi très important de sensibiliser et que les gens soient au courant en fait, de cette faille dans le système. Et on voit que ça marche puisqu'on commence à cranter un petit peu, vu qu'il y a maintenant beaucoup d'associations qui dénoncent aussi cette faille sur laquelle on a mis le doigt. Et donc, grâce au film, on essaye de simplifier un petit peu les procédures, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur des choses qui sont vraiment très complexes, très cryptiques, et qu'il faut arriver à faire passer au plus grand nombre. Et donc là, on en est à 300 projections du film sur 2 ans. Nous, en tant que citoyens, citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Parce qu'on voit bien que les pesticides ont un impact et que souvent on se bat contre des multinationales. Donc qu'est-ce que nous, on peut faire au quotidien pour participer? Déjà, s'investir dans les associations qui militent sur ce sujet. Vous pouvez adhérer au Coquelicot de Paris si vous voulez. Vous pouvez faire un don aussi aux associations qui militent sur ce sujet, acheter une BD pour sensibiliser autour de vous aussi sur ce problème. Puis je pense que déjà, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau individuel, mais il y a aussi le niveau collectif. Donc au niveau individuel, ce qu'on peut faire, c'est acheter bio, acheter local, évidemment. On peut aussi apprendre à cuisiner, puisqu'on achète des produits bruts, fruits et légumes bio, ensuite il faut les transformer. Et sinon, au niveau un peu plus collectif, il faut bien voter, quoi. Il faut bien voter déjà, puisque c'est important. Parce que les politiques, ils ont du pouvoir. Les lobbies ne font pas tout. Certes, les lobbies ont un poids qui est très important, mais il ne faut pas oublier que les politiques, ils choisissent ce qu'ils veulent voir. Et nous, on a des députés qui travaillent avec nous. On les voit 2 fois tous les mois, au niveau européen comme français. Mais nous, on est aussi... Merci beaucoup. Et Hélène, vous, qu'est-ce que vous diriez comme action que peut-être prioritaire et que chacun et chacune d'entre nous peut faire pour agir dans cette... Parlez-en autour de vous déjà, parce que là, tout le monde n'est pas bien au courant de ce qui se passe. Et moi, je pense quand même que si les lobbies, c'est le cœur du problème. En fait, si tu veux, si on ne réforme pas la recherche, en fait, on aboutira toujours à des dérives. Aujourd'hui, c'est les pesticides, et puis demain, ce sera autre chose, en fait. Voilà. Donc, faut absolument réformer la recherche de manière vraiment urgente. C'est fondamental, c'est la clé, en fait. Si beaucoup de choses vont mal, c'est vraiment lié à ça. Et il faut interdire les pesticides tout de suite, quoi. Quand j'entendais tout à l'heure, pas d'agriculteurs sans solution, alors les solutions, ça fait 12 000 ans qu'on les connaît. Donc on a un petit passif en solution, qui est pas trop mal. Il y a de l'agriculture biologique dans toutes les filières, j'insiste, il n'y a rien qu'on ne sache pas faire en agriculture biologique. Il faut être très clair là-dessus. Et donc, il n'y a pas de gens sans solution ou je ne sais pas quoi. Il y a les solutions, on les connaît très bien et toutes les filières existent. Et il se trouve qu'on est en surproduction mondiale massive de nourriture. Encore une perception complètement fausse, pardon, je reviens, mais qui est largement véhiculée par les agrochimistes, qui sous-entendraient que si on arrête les pesticides, on va mourir de faim. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de la croyance. C'est les systèmes de croyance, c'est complètement faux, hein, soyez-en sûrs et certains. Okay, aujourd'hui, on produit de quoi nourrir 11 milliards d'êtres humains. Donc la fameuse question de Bayer, comment on va nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, vous voyez un peu la blague, quoi.
Donc voilà, moi je pense qu'il faut avertir les gens sur le fait qu'aujourd'hui la recherche est au service de l'industrie malheureusement pour une grande partie. Et deuxièmement, que les pesticides sont la racine de la crise écologique de manière extrêmement importante et donc de la crise sanitaire. Et donc aussi de la crise sociale et de pauvreté, parce qu'en réalité, l'agriculture intensive qui vous paraît pas chère au supermarché, elle coûte au moins 3 fois plus cher, et là c'est vraiment estimé très très bas, au moins 3 fois plus cher, voire 5 fois plus cher que ce que vous la payez, mais vous la payez plein de fois sous forme de taxes, d'impôts, de cotisations diverses et variées. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de ce documentaire et pour vos différentes interventions. Je me posais la question, comment vous intégrez dans votre stratégie de plaidoyer ou dans vos campagnes de sensibilisation les inégalités socio-économiques liées à l'accès à l'alimentation, notamment pour l'accès aux produits locaux et bio? Oui, alors sur cette question qui, moi, me semble vraiment capitale, c'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour que la qualité de l'alimentation soit accessible à tout le monde? En réalité, ce n'est pas le cas et on sait que les personnes les moins aisées, enfin une partie des personnes les moins aisées mangent très mal et a accès à une alimentation qui n'est pas une alimentation de qualité, une alimentation hyper transformée, etc. Nous, ce que nous portons, quand je dis nous, c'est les écologistes, ce que nous portons, mais nous le portons aussi avec des associations, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire un système où en fait, on ferait, j'allais dire, communauté autour de cet enjeu de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on aurait une forme de cotisation individuelle qui permettrait à chacun, c'est une cotisation selon ses revenus, mais qui permettrait en tout cas à chacun de pouvoir avoir accès à une alimentation à la fois locale et de bonne qualité, sans pesticides, etc., en permettant localement des contrats entre cette structure d'alimentation, de regroupement de citoyens et des distributeurs qui seraient engagés, qui seraient bio et qui s'engageraient à faire du local. Ça permettrait et de faire bien manger tout le monde et de bien rémunérer les agriculteurs. Donc là... Oui, c'est pour rebondir aussi sur la question et votre réponse. Parce que je pense qu'au-delà de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est très importante, c'est aussi comment transformer les filières de distribution pour vraiment passer à grande échelle. Et on l'a vu au début du reportage, que c'était une clé. Donc là, c'est vraiment, je pense, un sujet important et sur lequel les politiques ont aussi à faire des propositions pour que l'alimentation saine devienne en tout cas la généralité. Et voilà. Sur ce sujet, je veux quand même dire que, en fait, il y a quand même un problème de marge chez les distributeurs, et ça, il faut le savoir. Quand on dit que le bio coûte cher, le bio ne coûte pas si cher à la production. Le bio coûte très cher, car les marges sur les produits bio sont beaucoup plus importantes que les marges sur les produits non bio. Je vous prends un exemple. La marge sur 1 kg de pommes non bio est de 0,70 €, donc 70 centimes d'euros. La marge du distributeur, la marge sur 1 kg de pommes bio est de 2,30 €. Ça veut dire que d'office, sur votre kilo de pommes que vous voulez acheter bio, il y a 1 €, alors je n'ai pas fait la différence, mais 1,60 € qui en fait est lié à ce que prend le distributeur pour vous vendre une pomme bio, 1 kg de pommes bio, et qui n'est pas du tout lié à un coût de production supplémentaire parce qu'on aurait plus de main-d'œuvre, etc. Donc attention, c'est ça aussi que je veux dire. Et ça, moi, ça fait un moment que j'ai vu cette problématique et je milite, moi, pour qu'on régule les marges des distributeurs et en particulier sur les produits bio. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons clore la soirée. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. Je remercie nos intervenants. Je remercie le Sénat et tous les bénévoles qui sont là ce soir aussi pour nous aider à construire ça. Et pour vous encourager à lutter, je vous invite à venir le 5 avril vous joindre à nous pour la manifestation pour un printemps bruyant, parce qu'il est temps que les scientifiques soient entendus et que nous interdisions une fois pour toutes les pesticides. Merci beaucoup. Merci à vous.
Secret Toxique et Coquelicot de Paris. Merci à vous.